Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVZ, on va retrouver notre ami News qui a spawné en bas à droite de la map en Protoss bleu et qui va pour le coup être opposé au terrible Zerg rouge. Eugène, Eugène, Eugène ou Eugénie. Je vais dire Eugène, j'aime bien Eugène. Donc la map qui est crête condamnée. Une map à 4 points de spawn. Une map que personnellement je ne trouve pas très balance, dans le sens où je pense qu'elle désavantage légèrement les ergs rapport au fait que vous pouvez spawner en close position terrestre. La close position terrestre, c'est par exemple si vous spawnez ici, votre adversaire va se retrouver juste en face de vous ici. Vous pouvez voir que la distance à pied, elle est vraiment insignifiante. Enfin, je veux dire, ça va très rapidement, hein. Quelqu'un qui veut vous pusher en moins de... Je pense que ça doit prendre 45 secondes à faire le trajet. 45 secondes avec des speedlings. avec un push, avec une bonne bioball, à mon avis, ça doit mettre une bonne minute. Eugène, beaucoup de réussite dès le début de la map, enfin c'est un peu logique, il a tenté la close po aérienne, hein. C'est à ça que vous sert votre premier Overlord quand vous êtes sur une map à 4 points de spawn. Vous l'envoyez en close po aérienne, ça vous permet de scouter très rapidement. L'ami News qui, j'avais déjà remarqué ça la dernière fois, à chaque fois scout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est marrant parce qu'en fait il y avait une étude de fait sur les joueurs de StarCraft qui montrait que la plupart des joueurs scoutaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, apparemment, beaucoup de joueurs scoutent leur adversaire en dernier. Parce que statistiquement, il y a plus de chances qu'ils soient dans une direction inverse au sens des aiguilles d'une montre. Alors, je saurais pas du tout vous expliquer comment cette étude a été réalisée, ni par qui, probablement par une des sommités du monde de StarCraft 2. Mais toujours est-il que c'est ce qui est retombé de cette étude, donc à voir. Alors, donc l'ami News qui va... Ah, l'ami News qui est parti sur un get expand. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors, et l'ami... D'accord. Donc l'ami Eugène qui nous a fait un 14 pool, 16 hatch, j'imagine. Probablement quelque chose dans le genre. Non, 14 pool, 15 hatch, autant pour moi. Juste pour expliquer la petite différence par rapport au du get expand par rapport au forge expand, pendant que la prop de Jin se fait quelque peu malmener. Alors le get expand, en fait, vous interdit de punir un hatch, vous interdit de punir un zerg qui aurait fait hatch first, dans le sens où vous n'aurez pas la forge pour placer des photons derrière sa ligne de minerai. Ça, c'est la contrepartie. L'avantage que vous avez en faisant get first par rapport au forge first, c'est que d'une part, il est beaucoup plus facile de défendre votre base avec des unités get qu'avec des unités photons. J'entends par là que votre défense sera plus, comment dire, mobile, dans le sens où les unités peuvent se déplacer, alors que les photons sont des unités défensives statiques. L'autre avantage, c'est que vous pouvez faire un push. Eugène qui nous a popé 6 Zerglings, et c'est 2 Queens pour les injects, tout ce qui est le plus logique. L'autre avantage du get expand, c'est que vous pouvez pusher le zerg beaucoup plus vite que vous ne pourriez le faire avec un forge expand. Il faut savoir qu'en forge expand, même si vous êtes un très bon Protoss, et par très bon j'entends top coréen, petite erreur de Gêne qui aurait dû s'affranchir immédiatement de cette probe. À moins que vous soyez si vous êtes un top coréen Protoss, le plus tôt que vous puissiez pusher pendant que News n'a... Alors, pour éviter des petites déconvenues de ce genre, je vous engage, lorsque vous faites un get expand ou un forge expand, à laisser une probe ici. De fait, si vous voyez un grand nombre de zerglings arriver, vous mettez un pylône, le temps que votre premier zélote sorte, et dès que le premier zélote est sorti, vous annulez le pylône et vous mettez un zélote à la place. Là pour le coup je pense que ce qu'aura dû chrono-booster News, c'était un zélote. Vous pouvez voir que Eugène sent qu'il a un coup, qu'il a un coche à prendre, qui commence à produire énormément de zerglings, 12. Mais on va plutôt revenir sur la défense de News parce que là je sens qu'on va rien. Vous pouvez voir qu'il y a de l'épique. Ok, donc un zélote contre 6 zerglings, mais il faut voir que les zerglings en question sont pas au mieux de leur forme. Donc si Eugène est malin, il va sortir de ce Ragnar. Ok, donc visiblement il se sent joueur. Pendant que News a pas l'air de saisir la situation plus que précaire dans laquelle il est. Oui. Bon voilà, donc là en fait News avait le bon raisonnement, malheureusement il s'y est pris beaucoup trop tard. Alors on va voir comment est-ce qu'il va gérer la situation. Bon, il y a beaucoup de zerglings, c'est un fait, mais ils ont pas le speedling qui est en train d'être recherché. Hein. Ce qui fait que les zerglings devraient être capables de s'en affranchir. Voilà, donc Eugène qui focus la B2, hein. Son unique objectif c'est la B2.
Et je pense qu'il va réussir à se la faire très bien, il profite de la mobilité des Zerglings, c'est tout bon, et voilà. Bonne opération très bonne opération de Eugène, hein, qui aura réussi à perturber l'économie de News, tout en forçant la création de pas mal de zélotes, hein, sachant qu'il va avoir le speedling, franchement il doit être confiant à ce stade de la partie. Voilà, et là vous pouvez voir, alors là Eugène qui réalise vraiment un très bon move. Enfin, le très bon move c'est de popper 18 ouvriers. Là il sait qu'il a fait énormément de dégâts, il est certain de ne pas se faire attaquer dans les 3 prochaines minutes à peu près. Là par contre ce que je comprends beaucoup moins c'est la présence de ces 2 aiguillons rampants. Avec les dégâts qu'il a fait, il devrait savoir que News peut pas partir en all-in. Là, faut voir que News, il envoie 5 zélotes, mais il a que 2 guettes. Hein. 2 guettes et une forge. Donc, enfin, je veux dire, avec le nombre de zerglings qu'il avait popé, je pense qu'il était safe. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai dit de la grosse merde, il a perdu l'intégralité de ses zerglings. Ce qui fait qu'il n'avait pas le moindre moyen de défense, d'où la présence des aiguillons. Alors je m'excuse Eugène, hein, j'ai complètement mal lu la situation pour le coup. Je profite que les... Voilà, on va suivre ces petits zélotes. Je profite que... Donc News qui est en train de rechercher le +1 d'attaque, qui a popé le complexe robotique, il a pas mal de gaz, peut-être qu'il va tenter une agression rapide sur un fast colo avec 1 ou 2 colos. Voilà. Donc Eugène qui joue très bien le coup, hein. Fondamentalement il sait que là pour l'instant il a pas besoin de sortir de chez lui, il a popé énormément de comment dire, d'ouvriers, ce qui lui assure une bonne économie. Bon, il va essayer de rentabiliser son speedling, c'est pas une mauvaise idée, hein. Ouais, et là l'erreur en fait comment dire, de News ça a été de continuer, il aurait dû s'arrêter aux alentours de la Xel'Naga et profiter et tirer parti du terrain. C'est un... Hop. Je vais cliquer dessus. Vous pouvez voir qu'au niveau de la Xel'Naga c'est très étriqué. S'il avait disposé ses zélotes en ligne ici, il aurait probablement pu les faire tenir. Ou tout du moins il aurait supprimé un grand nombre de zerglings. Ok, une photon, 2 sentry, 1 zélote. Voilà. Là fondamentalement News il a pas besoin de rajouter, hein. Franchement il y a ce qu'il faut pour tenir. D'ailleurs en parlant de News, qu'est-ce qu'il a vu exactement de... D'accord, donc en fait il sait qu'il y a une B3, notamment parce qu'il y avait placé un pylône. Pylône que j'ai manqué en début de partie, je m'en excuse d'ailleurs. Et l'Ops donc va lui indiquer que là on est en train de tecker T2, exactement, qu'on a posé le bac à cafard et qu'il y a une chambre d'évo. D'accord, donc en fait News qui comme je l'avais dit va tecker sur Colosse. Ce qui je pense est une bonne chose, hein. Il a pris énormément de dégâts en ce début de partie. Moi personnellement à sa place je partirais en all-in. Et je pense que c'est probablement ce qu'il va faire. Il a rajouté 2 guettes sur 2 bases avec le semblant d'économie qui lui reste. Je pense qu'il peut se permettre de tenir un 4... 6 guettes. Ouais, 6 guettes robots, ouais pourquoi pas. 6 guettes robots. Ouais, ça par contre, enfin Eugène il doit pas y aller avec ça, hein. Enfin là à mon avis c'est uniquement là pour voir le Protoss sortir, mais il fera absolument aucun dégât avec ça. Donc la robot qui va être finie, 7 cafards produits, le terrier qui est bientôt achevé, l'Ops qui continue son petit parcours, hein. Vraiment, scoutez perpétuellement l'information, hein, quand vous êtes Protoss en utilisant votre Ops. Je veux dire, vous avez le meilleur scout du jeu. Même si je conviens que c'est pas le moins cher. Enfin, néanmoins, il coûte vraiment une misère depuis le buff. Donc franchement, usez et abusez-en, j'ai envie de dire. D'accord, donc News qui très intelligemment a recherché le +1 d'attaque, mais qui a omis de rechercher le +1 de défense, hein. Je veux dire, il a les ressources, il a la forge, autant en profiter, j'ai envie de dire. Alors, une petite question, je m'interroge sur le fait... D'accord, donc en fait Eugène qui ignore tout de la robot et qui... D'ailleurs... Ok, où est le rally point? Ouais, alors ça c'est dommage, c'est qu'il a laissé le rally point de la robot sur ses unités. Ça aurait peut-être été plus intéressant de cacher ses colos. Parce que là en fait, si les cafards les voient, il faut bien comprendre que dans moins... Ah là 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 là... Bon, alors dans ce cas, s'il sort, il faut qu'il push tout de suite News. Parce que là, il a révélé ses colos. Et si Eugène est aussi bon, entre guillemets, je le pense, la réaction devrait pas tarder à se faire sentir dans la barre de production. D'accord, donc News qui visiblement va rester chez lui, hein. Bon, moi personnellement, je pense qu'il avait un coche à prendre, clairement, mais après ça engage que moi. D'accord, et en fait, bon pas de spire du côté d'Eugène qui visiblement est confiant en sa défense. D'accord, donc en fait visiblement News qui va se servir
Non, News qui va quand même pusher et poser sa B3 pendant ce temps-là. Voilà, donc la Spire qui apparaît. Spire qui aurait dû être lancé un petit peu plus tôt quand même. Je veux dire, il s'est bien écoulé quasiment 1 minute entre le temps où il a scouté les colosses, le colosse en l'occurrence, et le temps où en fait comment dire, il a posé la Spire. Ah d'accord, donc malheureusement News qui n'a pas refait d'observateur, voilà, il est en train d'en refaire un, ce qui lui sera très utile pour s'affranchir des cryptumeurs. Hein. Ne jamais négliger l'impact des cryptumeurs dans tout match-up impliquant un Zerg. Ce truc est une véritable plaie. Pour les joueurs non Zerg. Et je sais ce que je dis, je joue Zerg, donc croyez-moi sur parole, c'est probablement l'un des éléments les plus chiants dont le Zerg dispose pour emmerder l'adversaire, tout bêtement. Donc qu'est-ce qu'on a? Conseil crépusculaire qui, comme à la partie précédente que j'avais casté de lui, arrive un petit peu tard, je pense. Je pense qu'avec les ressources qu'avait News, il aurait pu se permettre de le poser un petit peu plus tôt. News qui franchement est bien remonté en termes de... Comment dire? En termes de drone, en termes de probe. Je pense qu'en fait Eugène a été un petit peu trop confiant sur le push qu'il avait fait, du coup il a commis une erreur qu'ont tendance à faire beaucoup de Zerg qui se croient en avance, une erreur que pour ma part je fais énormément, qui est de créer beaucoup d'unités une fois qu'on pense avoir pris un avantage significatif dans la partie, alors qu'en fait la logique veut que quand on a pris un avantage significatif, on drone comme un gros porcasse. L'idéal en Zerg c'est d'arriver jusqu'à 80 drones sans sortir une seule unité. Ça c'est la partie idéale que tout joueur Zerg veut réaliser. Pendant qu'on a une petite sneaky expand de la part d'Eugène. Personnellement je pense que c'était pas la peine, hein. Je veux dire, il aurait pu la poser ici. Il a bien étendu son creep, il aurait été beaucoup plus facile pour lui de la défendre. Là je veux dire, le seul élément de protection qu'il a avec cette B4 c'est le fait qu'elle est planquée. Mais une fois qu'elle sera découverte, si jamais elle est découverte, il la perd immédiatement. Et là, d'après moi, Eugène qui commet une petite erreur, c'est qu'il s'acharne à vouloir attaquer cette bioball qui, j'en conviens, n'est pas très impressionnante, hein, même s'il y a quand même 3 colosses, uniquement avec des cafards. Je veux dire, là, franchement, il temporise, il attend ses corrupteurs, ça, il en fait qu'une bouchée. Hein. Mais manifestement... peut-être qu'il a voulu défendre ses cryptumeurs, mais bon, des cryptumeurs ça se repose, hein, donc je veux dire, c'est aussi un des avantages des cryptumeurs, il faut bien voir que non seulement ça vous donne du map control en Zerg, mais aussi ça retarde l'adversaire quand il vient. Terran comme Protoss aime bien se débarrasser des cryptumeurs avant de venir pusher chez vous. Voilà, le fait d'avoir nettoyé les cryptumeurs permet de poser les pylônes un petit peu plus près. News qui est enchaîné avec le +2 d'attaque, voilà, donc là les corrupteurs qui vont arriver. Voilà, quand vous avez autant de corrupteurs, voilà, là franchement c'est un bon move que fait News, à savoir il micro vers l'avant. L'idéal c'est, parce que là il va les perdre les colos, donc autant faire le maximum de dégâts possible. Ok, donc bon là, à mon avis je pense que unité perdue... Ah, on n'est pas très loin. Bon, évidemment, News a perdu un peu plus, mais il faut voir qu'il s'est quand même pris un push... Enfin, il s'est quand même pris une agression assez rapide, là où il a beaucoup perdu en début de partie. Donc, en termes d'armée pure, je pense qu'il est pas trop mal. News qui a lancé le blink et le +2 d'attaque. S'il arrive à conserver une masse raisonnable de blink, ça pourrait de stalker, ça pourrait lui être très utile, parce que j'ai l'impression que Eugène en fait capitalise énormément, peut-être trop, sur ses cafards. Il faut bien voir que là, face à la composition d'armée qu'a News, la meilleure chose que pourrait faire Eugène, c'est un mix Roach, Zergling et Corrupteur. Il faut bien voir que les mix sont toujours plus valables, à quelques exceptions près, vraiment rarissimes, les mix sont toujours plus valables qu'une armée composée d'un seul type d'unité. Parce que les mix vous permettent de combler les faiblesses de vos unités. En l'occurrence, les Zerglings permettent de combler en fait le faible DPS des Roach. Alors que les Roach permettent de combler la faible résistance des Zerglings. Par exemple, lorsqu'on vous fait un set get, pour contrer un set get, vous faites pas un full Roach. Hein. Vous faites du Zergling, du Speedling Roach. Sachant que le but des Speedling, c'est de saquer le plus rapidement possible Sentry et Immortel, pendant que les cafards s'occupent des Zealots et Stalker. C'est comme ça que je joue le match-up, c'est la façon la plus efficace, et si tout le monde le fait, c'est qu'il y a une raison. Donc si jamais vous retrouvez en PVZ, je vous conseille de suivre le back to basics, comme dirait Anos. Et où sont passés Eugène qui surréagit un petit peu trop en pompant 16 corrupteurs. Il a peut-être l'intention de s'orienter sur une composition Broodlord, mais il faut bien voir qu'il est que sur 3 bases et qu'il a très peu de gaz.
Parce que la quatrième, elle est pas vraiment rentabilisée. Donc, surtout que... Ah là 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 là. Ouais. Voilà, donc quelle a été l'erreur d'Eugène en fait, à partir... Enfin, dès la moitié de la partie, j'ai envie de dire. Et la partie qui est déjà finie, j'avoue que j'ai complètement zappé le... Comment dire, j'ai complètement zappé la montre. Donc, juste pour revenir sur cette partie dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé? Eugène, donc, qui en début de partie... Hop, je vais faire un petit... vu que la partie était un petit peu plus courte que les précédentes, je vais me permettre de revenir légèrement en arrière, en accélérant un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en début de partie, pour résumer? Donc, News, qui malheureusement a oublié de laisser une probe ici. Il faut voir qu'en début de partie, vous avez deux probes dans le match-up PVZ qui sont très importantes. La première, qui va se coûter chez le Zerg, qui est chargé de retarder un petit peu la B2, voire une éventuelle B3, par une pose de pylône. Et la deuxième, qui doit être ici, prêt à waller en cas de push très agressif du Zerg. Ça, ce sont vos deux probes les plus importantes dans le match-up PVZ. En l'occurrence, la deuxième probe, qui aurait dû être ici, vous pouvez voir, n'y était pas. Elle est repartie minée. Vous verrez énormément de joueurs Protoss, leur deuxième probe, la lancer sur le minerai pour éviter qu'elle ne foute rien. Moi, si vous n'avez pas la micro, je vous encourage de la laisser là à glander. Parce que là, elle glandera peut-être, mais au moins, elle est juste à côté de là où elle doit être en cas d'agression. Donc vraiment idéal. Donc ça, petit move sympa d'Eugène, hein, qui vous pouvez voir non seulement pète la B2 et a réussi à choper, bon, 2 probes. Donc en termes de probes, en fait, il avait piqué beaucoup moins que ce que je pensais, mais néanmoins, il avait pété la B2. Ce qui était une bonne chose. De plus que vous pouvez voir que en fait News, voilà, a juste fait un petit attack click. Voilà, il va aller devant la B2, mais fondamentalement il va pas faire de dégâts. Au contraire, il va se faire choper tous ses zélotes. Donc là-dessus, à ce moment-là de la game, Eugène il était vraiment très bien. Vous pouvez voir qu'en termes d'unité... Ah voilà, il me semblait bien qu'il avait lancé une grosse ration de drones, c'est pour ça que je comprenais pas ce chiffre. Néanmoins, ouais, enfin, donc Eugène qui... Tiens, vous pouvez voir, Eugène qui malheureusement ne fait pas autant de drones qu'il devrait. Donc une chose qu'il a perdu, c'est qu'il a préféré, vous pouvez voir par rapport au tableau des unités, il a préféré se concentrer sur des unités dans un timing où il n'en avait pas besoin. Comme je l'ai dit, il avait mis une bonne pression à News. News là, c'était sûr et certain qu'après avoir perdu la B2, il se passerait au moins 3 minutes avant qu'il ne push. Et ça, c'est 3 minutes qu'Eugène aurait dû exploiter pleinement pour macro, mais à mort. Il aurait dû faire que des drones, idéalement, monter à une 60aine de drones. Et là, 60aine de drones, en prenant ses 6 gaz, il aurait vraiment été génial. Il aurait dû tecker à mort. Là, vous pouvez voir que la fosse d'infestation, d'après moi, elle arrive à un timing où News, il a déjà 2 colosses. La fosse d'infestation, par rapport à ce qu'avait fait Eugène en début de partie, elle aurait dû arriver avant même le premier colosse. Donc là, en fait, la fosse d'infestation qui arrive beaucoup trop tard, et comme vous pouvez voir, fosse d'infestation qui n'a jamais été utilisée durant toute la partie. Il faut bien voir qu'Eugène, il a des infestateurs, il a le minerai et le Vespen pour le faire, et il ne fait rien du tout avec ses infestateurs. Il a tablé sur la spire et les corrupteurs quand il a repéré les colosses, ce qui était une bonne chose. Mais là, vous pouvez voir que... Oh, par rapport au faible nombre de stalkers qu'il y avait, là il en faisait quoi? Il en faisait 7-8, c'était largement suffisant. Tout ce qu'il avait à faire, c'était avancer, faire preuve d'un petit peu de micro, avancer ses corrupteurs, mettre quelques shoots au colosse et les faire reculer. Pendant qu'il teckait tranquillement. Et encore une ration de 14 de 14 cafards. Vous pouvez voir que là, fondamentalement, ce que fait Eugène, c'est toujours la même unité, mais il profite pas du tout de l'avantage qu'il avait en début de partie. Il a pas macro quand il aurait dû le faire, et il a pas tecké quand il aurait dû le faire, et quand il en a eu l'occasion. Et ça, face à un Protoss, voilà ce que ça donne. Hein. Face à un Protoss qui lui en fait s'est concentré sur ce qui fait vraiment la force de sa race, à savoir des unités puissantes avec de bonnes capacités, comme par exemple le Blinkstalker. Blinkstalker qui, je le rappelle, est foudroyant contre Roach, hein. Là vous en avez eu un bref aperçu. Et surtout les améliorations. Bien qu'en n'ayant qu'une seule forge, il est monté à 2-1, en privilégiant à chaque fois l'attaque. Là d'ailleurs, contre Zerg, je vous encourage vraiment à monter vos unités, si vous avez qu'une seule forge, à monter vos unités en 3 d'attaque avant même de penser à la défense. En fait, c'est l'inverse du match-up PVT. En PVT, ce qui importe, c'est la défense. Parce que vous voulez que vos zélotes arrivent au contact et puissent protéger vos autres unités. En PVZ, c'est exactement l'inverse. Les unités Zerg sont fragiles de base et vous voulez leur faire encore plus mal. C'est pour ça que vous uploadez vous uppez
l'attaque en priorité. News qui va encore me dire après ce cast qu'il ne fait pas preuve de culot, mais là, bon, enfin, j'en discuterai avec lui, je vais pas m'étaler là-dessus, je vais laisser ça... On va dire que je vais laisser libre cours à l'interprétation. Ma foi, une game assez intéressante, hein, parce que, pour moi, elle résume assez bien l'essence du match-up PVZ, à savoir que c'est pas parce que vous prenez un avantage même significatif en début de partie que forcément vous allez gagner la game. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de StarCraft 2. Hein. Vous pouvez perdre même en ayant fait un départ foudroyant. Et là, ça montre qu'une fois que vous prenez un avantage, si vous n'avez pas la présence d'esprit de le concrétiser en vous concentrant sur les points forts de votre race et sur le meilleur que vous pouvez tirer de la situation, et ben voilà ce qui arrive. Vous prenez 23 Stalker Blink et Colossus sur la tronche, et résultat vous finissez par tout perdre. Et probablement pesté sur l'Imbanes de la race Protoss. Pourtant quand on analyse on se rend bien compte que là clairement si Eugène a perdu, c'est pas dû au fait que la race Protoss est Imba, hein. C'est dû au fait qu'il a mal géré sa race. Voilà tout. Suffisamment de parlotte. Moi je vais probablement enchaîner avec une deuxième game, donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Hop, excusez-moi, j'étais parti. Je reviens juste parce que je m'aperçois qu'en fait j'ai pas fini l'explication que j'avais donnée en début de partie par rapport au l'avantage du Get Expand et des avantages par rapport au Forge Expand. J'ai déjà expliqué l'inconvénient. L'avantage donc, j'expliquais, c'est qu'en fait vous pouvez pusher bien plus rapidement, enfin plus rapidement tout du moins, le Zerg avec un Get Expand qu'avec un Forge Expand. Le Forge Expand, même un pro player, et là je tape dans le pro player coréen, ou plutôt avec un build vraiment optimisé à mort, il arrivera jamais plus tôt que 7 minutes 30. Ce sont les standards coréens, donc standards faits par des mecs qui maîtrisent le jeu à la perfection et qui ont inventé quasiment toutes les nouvelles strats de StarCraft 2, tout du moins les 3/4. Je veux dire par là que vous pouvez les croire. Voilà, alors qu'avec un Get Expand, vous pouvez arriver dans les 6 minutes 30. Voire même un petit peu plus tôt si vous faites un push sur 1, 2 ou 3 unités. Voilà. Donc dans le match-up PVZ, quand vous êtes Zerg, surtout scoutez quand le Protoss est parti sur une phase B2, avec quoi est-ce qu'il wall? Est-ce que son premier bâtiment c'est une forge ou est-ce que c'est une get? Parce que ça change son timing d'attaque. Donc voilà. Et ça change également les améliorations qu'ils auront. Hein. Sachant que si vous partez sur une Get Expand, forcément, vous aurez la forge un petit peu plus tard. Voilà. Voilà. Donc ciao ciao.